immémorial, presque immémorial, en tout cas sur le très long terme. Il n'est pas question d'en faire autre chose. Et on ne peut pas bouger un ornement de façade. Et il a une valeur d'utilité. Et ce n'est pas une valeur marchande. Bon, que je mette finalement 5 millions d'euros, 50, 500, 5 milliards, bon, c'est une valeur de pure convenance, puisque ceci fait partie de l'installation des pouvoirs publics dans Paris. Le palais du Luxembourg, construit au XVIe siècle par le duc de Luxembourg, acheté par Catherine de Médicis au début du XVIIe, occupé par le régent Philippe d'Orléans au début du XVIIIe, est le vestige d'une époque où la confusion des patrimoines princiers et du patrimoine national était la règle. Transformé en prison sous la Terreur, confié au Sénat sous le Directoire, il abrite depuis les débats de la Chambre haute. Aujourd'hui, le Luxembourg et son jardin occupent 224 500 mètres carrés au cœur de Paris, dans le 6e arrondissement. En 2008, à 9 700 € le mètre carré, cela représentait la coquette somme de 2 177 650 000 €, si le palais était à vendre. Et encore n'a-t-on pas compté les tableaux, les dorures ou le mobilier ancien, non plus que les milliers de mètres carrés de bureaux ou d'annexes dévolus au travail des sénateurs. En 2008, le patrimoine immobilier de l'État était évalué à 45 milliards d'euros pour 60 millions de mètres carrés. Une évaluation approximative regroupant pêle-mêle des immeubles de bureaux, des logements de fonction, des centres de formation, de conférences, des prisons, des casernes ou des hôpitaux, et des monuments historiques. Le plus emblématique est sans doute le château de Versailles, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Avec ses 2000 pièces réparties sur 67 000 mètres carrés, plantées au milieu d'un parc de 815 hectares. Louis XIV l'avait voulu ainsi, démonstration de puissance et de richesse d'un État dont, paraît-il, il aimait à dire que c'était lui. C'est d'ailleurs ici, à Versailles, que le roi Soleil et son ministre Colbert inventèrent les finances publiques et posèrent les bases de la comptabilité nationale. Une comptabilité qui, 3 siècles plus tard, ne sait toujours pas comment prendre en compte le château, ses parcs et ses jardins. Ce n'est pas du mauvais esprit, mais tout de même, l'entretien de ce patrimoine, qui n'est pas valorisé dans le bilan de l'État, n'est-il pas, comment dire, un tantinet dispendieux en regard justement de l'état de nos finances publiques? Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire avec l'argent de la République que de redorer à grands frais les grilles des châteaux de feu de la monarchie? Lorsqu'avec François Mitterrand, nous avons décidé de réaliser le Grand Louvre, c'est un investissement qui n'était pas mince. La restauration du palais, la création d'une ouverture centrale avec la pyramide, la rénovation des salles, la transformation des Tuileries. Et certains esprits, à droite et parfois à gauche, criaient aux dépenses somptuaires. Et finalement, les faits ont montré que cet investissement a été, si j'ose dire, en termes économiques, un bon placement pour l'économie, un bon placement pour le pays. Le nombre de visiteurs du Louvre a été multiplié par 3 ou par 4, de telle sorte qu'aujourd'hui on se pose des questions d'accueil. Paris, grâce, pas seulement grâce au Grand Louvre, grâce à d'autres réalisations, est une des villes les plus attractives du monde. Et ça n'entre pas nécessairement toujours dans les caisses de l'État, ça entre aussi dans les caisses ou les poches des hôteliers, des restaurateurs, des bistrots, voilà. Mais ça participe quand même de l'économie du pays, de sa dynamique économique. Pourtant, les chiffres ne manquent pas d'intérêt. Un peu plus de 300 000 œuvres entreposées sur une surface de 210 000 mètres carrés, dont seul un petit quart est ouvert au public. Et 8 500 000 visiteurs pour la seule année 2008, ce qui fait du Louvre le musée le plus visité au monde. En 2007, l'État a attribué au budget du Louvre 122 millions d'euros. Et le Louvre a généré 122 millions de recettes propres.
D'un point de vue purement comptable, ça se défend. Je me souviens un jour d'un personnage très connu, proche, disons-le. Bon, c'était Castro, c'était Fidel Castro, vient à Paris et on me demande de l'accompagner pour visiter le Louvre. Il se promène au Louvre, émerveillé par la beauté des œuvres. Et puis, à un moment donné, nous nous arrêtons, je crois, devant la Joconde ou devant un autre grand classique du Louvre. Et il me dit, combien ça vaut? Combien pourrait-on l'acheter aujourd'hui? Et je lui ai répondu, évidemment, d'une manière banale, commandante, c'est sans prix. Une réponse banale, certes, mais du point de vue comptable, strictement exacte. Les œuvres du Louvre, comme celles des autres musées nationaux, sont légalement inaliénables. C'est-à-dire que l'État n'a pas, en principe, le droit de les vendre parce que, justement, elles font partie de notre patrimoine commun. Et ne pouvant être vendues, elles n'ont littéralement pas de prix. Pourtant, ces œuvres existent et sont détenues par l'État. Comment, dès lors, pourrait-on les prendre en compte dans la comptabilité nationale? Comment dois-je évaluer les œuvres d'art qui peuvent représenter à certains moments du marché des centaines de millions d'euros et qui s'échangent sur des marchés très particuliers, souvent très étroits? Et si je les évalue, c'est-à-dire que, et en réalité c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas, si je les évalue en déclarant que ces œuvres peuvent être mises sur le marché, je tue le marché. Je tue le marché à partir du moment où j'explique que je suis susceptible d'alimenter le marché international de l'art avec les réserves du Louvre, ou de la National Gallery, ou d'un musée significatif, je tue le marché, je le transforme. Et donc, vous voyez bien que c'est une décision régalienne, une décision politique qui va faire ou défaire le marché. Mais pourquoi? Pourquoi? On pourrait les vendre. Un État peut décider de privatiser ses musées. C'est privatisé, non? Bon. Donc, et puis un État qui se trouvait pris à la gorge dirait, voilà, je vous donne une Joconde et puis un autre petit tableau et puis vous me prenez ma dette, quoi. Et de fait, sans aller jusqu'à brader la Joconde au plus offrant, le musée du Louvre loue désormais une petite partie de ses collections. En mars 2007, la France a en effet signé avec les Émirats arabes unis un accord sur la création d'un musée universel à Abu Dhabi. Un musée baptisé Louvre d'Abu Dhabi, auquel le Louvre original devra prêter 300 œuvres durant 10 ans. En échange, les Émirats verseront au vénérable musée parisien une contrepartie de 1 milliard d'euros répartie sur 30 ans, soit 33 millions d'euros par an. Une somme coquette qui, selon toute logique, devrait être comptée par l'État comme une recette, mais qui pourtant restera ignorée de la comptabilité nationale. Aujourd'hui, on ne le valorise pas, mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'opération du Louvre à Abu Dhabi l'a montré, où le Louvre devient une marque, comme la Sorbonne, on pourrait se dire, oui, il y a une valeur incorporelle. Hein? Il faudrait que je valorise cet actif. Mais votre question montre bien que la comptabilité patrimoniale de l'État, on découvre des éléments supplémentaires à chaque instant et la tête vous tourne. Quand faut-il s'arrêter? Qu'est-ce qui est significatif? Oui, la tête nous tourne, c'est bien le mot. Bon, arrêtons-nous quelques instants et offrons-nous à ce stade le luxe d'une petite synthèse. Notre beau pays, que 80 millions de touristes visitent chaque année, est réputé en quasi-faillite, parce que sa dette publique représente les 2/3 de son produit intérieur brut, qui en soi n'est absolument pas représentatif de sa richesse réelle, mais que l'on persiste à considérer comme tel, faute de mieux.
Ce qui est dommage, compte tenu en vrac de la richesse des ménages français, de la vitalité de notre tissu industriel, de la magnificence d'un patrimoine architectural, artistique, muséologique, que sais-je encore, que le monde entier nous envie. Nous avons donc les fesses confortablement calées sur une montagne d'or, mais que nous ne voyons pas parce que justement, elle est sous nos fesses. Mais au fond, qu'est-ce que ça change? Non mais c'est vrai après tout. Est-ce que mes fins de mois seront plus faciles une fois que j'aurai pris conscience de cette fortune? Est-ce que je pourrai arguer la prochaine fois que mon compte sera au-dessous de zéro du fait que je possède virtuellement 1,64 millionième de notre patrimoine? Personnellement, j'en doute. Sans compter que tout cela ne me permet toujours pas de répondre à ma question initiale. La France, ça vaut combien? If you were to Si vous deviez